Bien, nous allons pouvoir reprendre. Nous allons, je vous ai dit, on séquencer la journée avec des verbes. Et donc, ça va être le verbe distribuer qui va nous occuper dans cette seconde moitié de matinée en compagnie de Nina Rebelfort, qui est distributrice chez Autour de minuit, et Jean-François Bigot, qui est producteur chez JPL Film et producteur notamment d'une guitare à la mer qui a été distribuée à l'international par Autour de minuit. Nina Rebelfort, vous allez donc nous parler du catalogue. Donc, si on a bien retenu ce que nous disait Nicolas tout à l'heure, qui est en partie accessible sur la chaîne YouTube Animatique, mais qu'y a-t-il dans ce catalogue et comment vous le distribuez? Bonjour, ça va, vous m'entendez? Ok, super. Donc moi je suis Nina, je suis arrivée chez Autour de Minuit en 2022. Donc comme c'est beaucoup plus récent, moi il n'y avait pas d'alcool dans mon entretien d'embauche. C'est une autre époque. Et aujourd'hui je suis accompagnée de Jean-François Bigot, qui est le producteur de Une guitare à la mer, puisque c'est un film qu'on aime beaucoup, qu'on a dans le catalogue et qu'on a eu grâce à notre amitié avec JPL. Je vais peut-être revenir sur des petites choses que Nicolas a évoquées ce matin, mais je crois qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées entre, donc j'espère que ça ne fera pas trop redite. L'équipe de distribution Autour de Minuit, on va dire qu'on est 3,5. Il y a mon collègue Guillaume Ange qui s'occupe de ce qui est vente salle, SVOD, VOD. Moi, je m'occupe de ce qui est projection publique, festival, vidéo physique et digitale. On a une collègue qui s'appelle Alice Laferrie qui s'occupe du marketing. Du coup, c'est un petit peu transverse à tous les pôles Autour de Minuit, mais dans la distribution, ça nous sert bien pour tout ce qui est attractivité des contenus. Et on est chapeauté toujours sous l'œil bienveillant de Nicolas. Et je ne sais pas si en introduction, tu veux dire quelques mots sur JPL, Jean-François. Oui, bonjour. Ça marche. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais dire quelques mots sur JPL. JPL est une société de production qui est un studio qui est installé à Rennes, mais je pense que beaucoup dans la salle le savent déjà. Je suis très, je vous remercie. Je suis très, très touché de cette invitation de l'équipe d'Autour de Minuit pour participer à cette rencontre, à cette journée, parce que le travail de Nicolas depuis très longtemps, en fait, on se connaît pas, on se connaît pas vraiment. On n'a pas commencé à boire des coups depuis très longtemps, en vrai, mais on se croise depuis 25 ans, en fait, à plein d'égards. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, on a commencé à travailler ensemble. Et au fur et à mesure des soirées à boire des coups, on a découvert qu'on avait en fait plein de choses en commun depuis 25 ans. Et à la fois des goûts communs, et puis aussi quelque chose une histoire commune, avant même que moi j'intègre JPL Film avec Camille et Jean-Pierre. On faisait de la diffusion ici à Rennes, notamment pour ceux qui sont les plus anciens, on faisait des soirées qui s'appelaient les Fantasmagories à la salle de la Cité, où on montrait des films d'animation dans un contexte avec tout un travail de mise en scène et de spectacle vivant. Et en fait, à l'époque, l'idée était la même que, je crois, qui sous-tend le travail de Nicolas, c'était de montrer des films qui n'étaient vus par personne, qu'on ne pouvait pas voir, si ce n'est au cinéma, si ce n'est dans les ciné-clubs. On voyait très peu à la télévision, un peu sur Canal, tu en as parlé. Les grands classiques de l'animation. Et donc voilà, on avait cette passion commune sans le savoir. Et en fait, moi, j'ai vu beaucoup de films et j'ai appris beaucoup de choses sur le cinéma d'animation grâce à la revue dont parlait tout à l'heure Nicolas, qui était la revue Repérage. Et j'ai dans mon sac, j'ai les preuves, j'ai tous les repérages avec notamment ceux qui intégraient les DVD façon Pif Gadget à l'époque, pour les plus anciens. Donc il y avait la revue avec le DVD et donc premières émotions, j'allais dire cinématographiques et d'animation. Moi je la dois à ce travail qu'a fait Nicolas, qui est un travail de passionné. Voilà. C'est juste au-delà de l'innovation, je crois que il y a des moteurs. Je crois que le moteur principal est
En fait, puisqu'on est là dans une rencontre professionnelle, Schumpeter dit qu'il y a 2 types d'entrepreneurs, les entrepreneurs imitateurs, les entrepreneurs innovateurs. Les entrepreneurs innovateurs ne sont pas forcément ceux qui gagnent de l'argent, mais ils sont à chaque fois passionnés. Et voilà, je dirais dire que je pense que Nicolas fait partie de cette catégorie-là, et c'est pour ça que je suis un grand fan de son travail aussi. Voilà. Je pense que Nicolas sera content de l'entendre. Du coup, pour revenir en détail sur l'activité de distribution chez Autour de Minuit, Nicolas l'a un petit peu évoqué, mais au final, la distribution a presque commencé avant la production, parce que quand il était chez Coproduction Office, après, il a récupéré des courts-métrages assez anciens, donc par exemple Do You Have the Shine, qui est visible sur YouTube Animatic. Donc on va dire que l'activité de distribution, elle a vraiment commencé au début des années 2000. Actuellement, on est sur un catalogue d'environ 400 films qui mêlent nos productions et des films qu'on prend en acquisition. On fait à peu près 5 à 8 acquisitions par an. Je reviendrai après sur comment on les répartit. Plus proche, ok. On a été 4 fois lauréat du prix du distributeur Unifrance. C'est un prix qui est remis par Unifrance. Unifrance, si vous ne le situez pas, c'est un organisme de promotion du cinéma français à l'international. Et du coup, ça récompense les dynamiques qui sont mises en place pour la promotion du cinéma français. Nous, en l'occurrence, les courts-métrages d'animation à l'international. Et si vous aimez les chiffres, notre CA de 2024, c'est 350 000 €, dont 131 000 pour les courts-métrages. En termes de composition brute, donc forcément notre catalogue est à majoritairement court-métrage. On a eu un passage où on avait un accord avec une école d'animation qui s'appelle Rubica, Supinfocom. Donc on a beaucoup aussi distribué de films de fin d'études pendant 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, on a toujours un intérêt pour les films de fin d'études, mais c'est pas de manière automatique, c'est des choses qu'on va aller chercher avec certaines écoles dont on sait que la formation est qualitative, ou quand on regarde comme des programmations telles que la Cinef à Cannes, ou quand on est invité aussi dans des jurys, ça nous permet d'avoir un peu un œil sur la nouvelle création. Donc on a des unitaires télé qui sont répartis un peu en 2 catégories. Il y a les unitaires qui sont reliés à ce qu'on appelle des IP, donc les unitaires de Panique au village, les unitaires de Nous dans l'espace, l'unitaire de Jean-Michel Caribou. Et on a aussi du coup des unitaires plus one-shot, dont Une guitare à la mer. Et on en a un autre qui s'appelle Polo sans bobo. Et on en a bientôt un 3e qui s'appelle La Grande Révasion, dont Chanty vous parlera cet après-midi. Et bientôt Super Lucha également. Mais c'est un projet un peu plus lointain encore. Heureusement que tu es au premier rang, j'entends bien quand tu me souffles. Donc, le catalogue s'est construit au départ plus avec une majorité adulte, parce que c'est ce qui attirait Nicolas. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté de bien faire comprendre que l'animation, c'est pas uniquement pour les enfants, et que c'est d'ailleurs plus un médium qu'un genre. Et de montrer qu'on peut montrer des contenus animés aux adultes aussi. Mais du coup, avec le tournant de la parentalité, où on a aussi maintenant du contenu jeunesse. Mais je pense qu'on est à peu près à 60% adultes et 30% jeunesse. Dans les acquisitions, on essaie un petit peu d'avoir une égalité des 2 côtés. Quelque chose qui est très important pour nous, c'est de suivre les auteurs. Nicolas vous en a cité quelques-uns. Il y a Donato Sansoni en Italie, Alberto Vasquez en Espagne, Feu Rosto aux Pays-Bas, Mathieu Auvray qu'on suit dans pas mal de projets différents. Donc on essaie vraiment d'avoir une relation de confiance à la fois en production et en distribution. Et après, pour un peu les spécificités aussi, c'est qu'on a des affinités territoriales. Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est une information publique, mais Nicolas venant d'Argentine, on a une affinité pour l'Amérique du Sud en général, et surtout la partie Amérique latine. Donc on essaie de rester vigilant aux contenus qui viennent de ces territoires-là. Et pour ce qui est de la manière dont on choisit les films, on se rend en festival, on reçoit très très régulièrement des courts-métrages de la part des auteurs et des autrices, et il ne faut pas s'offusquer si on ne vous répond pas tout de suite, parce qu'on en reçoit vraiment beaucoup.
Et ça arrive aussi parfois qu'on reçoive des films, des dossiers de films en production sur lesquels on n'est pas sûr de s'engager, mais qu'on nous renvoie après la version distribuée. Donc il y a beaucoup de manières de nous montrer des films et de nous les soumettre en distribution, sachant que comme on est une équipe et qu'on travaille ensemble, on prend les films en distribution que s'il y a vraiment des coups de cœur de la part de tout le monde, si on est tous d'accord. Et pour vous montrer, en 2025, on a pris ces 5 films en acquisition. Alors le premier en haut, il s'appelle Tête de linotte, c'est un film de fin d'études justement d'un étudiant, enfin jeune professionnel maintenant, qui s'appelle Paul Scharf, qui sort de l'MK. Et c'est un film 2D, 3D sur un enfant qui est souvent dans la lune à l'école et qui s'enfuit dans un monde imaginaire. Et on a eu un coup de cœur pour l'esthétique de ce film qui est particulier, qui a d'ailleurs qui a eu une mention spéciale au Festival de Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous l'avez peut-être vu. Et c'est là qu'on l'a vu le film, enfin que Nicolas a vu le film et qu'après on en a discuté pour le prendre en distribution. En dessous, c'est un film en écran d'épingle qui s'appelle Le Grand Parti annuel des créatures de la Lune d'un auteur québécois. Et c'est une autoproduction qu'on a découvert en faisant du repérage pour les films qui étaient cette année à Annecy. C'est un format très court qui marche super bien. Donc c'est un peu barré, il n'y a pas vraiment de narration et à la fin la planète explose. Donc c'est pas non plus le plus politiquement correct. Donc on reste dans la veine d'Autour de minuit. Après, sur la deuxième colonne, vous avez Beyond, qui est un film jeunesse en 3D sur le fait de trouver une communauté. C'est aussi une autoproduction d'un auteur américain mais qui vit en France. En dessous, My Good Friend, qui est plutôt un film ado-adulte sur un personnage qui vit avec son intestin en dehors de son corps. Et c'est un peu ce qui le pousse à faire des choses aventureuses dans la vie, mais comme c'est une abomination, ses parents lui en ont coupé quand il était petit. Et il essaie de retrouver un peu ce goût de l'aventure dans la vie, malgré le fait que son intestin, qui est aussi son meilleur ami, ne soit plus là. Et ça, c'est un film du coup mexicain et argentine, si je dis pas de bêtises. Et le dernier, c'est 9 millions de couleurs, qui était aussi à Annecy cette année, qui malgré son design n'est pas du tout un film pour enfants, qui est plutôt un film ado-adulte aussi, sur une crevette qui voit la vie en fait, en 8 millions de couleurs, qui a des iris surdéveloppés, et au contraire, alors je sais plus exactement, je crois que c'est un bébé beluga ou... Ouais, qui est aveugle. Et du coup, c'est la rencontre entre les deux. Et sur leurs deux univers, la crevette est assez violente, en fait. Et le beluga est un peu bully, au contraire. Donc, il y a une amitié qui se crée sur les perspectives de la manière dont on voit les choses en fonction de son vécu. Donc ça, c'est pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on a pris en acquisition. Vous ne verrez pas les films ce soir parce qu'on s'est centré sur les productions. Mais ils tournent dans les festivals, donc vous aurez d'autres occasions de les voir. Alors, pour parler un peu en pratique des cycles de vie des contenus, que ce soit, enfin plutôt pour les films qu'on a en production, on a plus la main sur tout le schéma, mais pour la distribution, ça reste sensiblement la même. On cherche d'abord les premières en festival une fois que le film est fini. Et les festivals qu'on cible, c'est Festival de Cannes, Festival d'Annecy, Mostra de Venise, Festival du Clermont-Ferrand, Berlinale. Après, plus ponctuellement, on peut avoir Toronto et Sundance. Le film Hume que vous allez voir ce soir a fait sa première à Toronto notamment. Une fois qu'on a cette première en festival qui est passée, on va avoir tout le cycle des festivals qui va commencer. Alors nous, il y a eu un choix qui a été fait en 2020 de plus s'occuper in-house des inscriptions au festival. On délègue ça à un prestataire qui s'appelle Wazia, qui est une société qui est spécialisée en inscription de courts-métrages d'animation dans les festivals. Donc c'est très spécifique, mais c'est pour ça qu'il connaît très très bien son milieu. Et nous, en fait, on s'occupe des festivals de deuxième rang, entre guillemets, on va dire. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord sur une liste de festivals entre 100 et 150 en principe. Et s'il y a des festivals hors de cette liste qui nous demandent le film, nous, on leur demande un screening fee.
C'est comme ça qu'on fonctionne et on part du principe qu'une fois que le film il a fait sa tournée au bout d'1 an et demi, toutes les autres demandes, c'est nous aussi qui les récupérons et on demande un screening fee. Une fois que les festivals sont lancés, mon collègue Guillaume va se concentrer sur les ventes télé s'il n'y a pas eu de préachat sur le film. Donc en France, on a 3 acheteurs qui sont Canal+, Arte et France Télé. Qui nous soutiennent beaucoup. Donc merci. La particularité, c'est que Arte n'achète pas de films d'animation jeunesse et que Canal+ et France Télé, c'est vraiment très ponctuel. On a notamment un exemple de Une guitare à la mer dont on va vous parler après, et en fait dans un programme au cinéma avec 2 courts-métrages, dont un court-métrage qu'on a produit qui s'appelle Carpinchos, qu'on a pu faire rentrer à Canal+ en leur disant bah ouais, mais en salle il sort avec une guitare à la mer, et donc du coup vous pourriez le prendre aussi en diffusion. Et France Télé, ça va être plus pour les cases du matin, mais ce sera plus des unitaires télé que vraiment des courts-métrages. Et après, on a des prestataires à l'international pour les ventes télé, même si ça se réduit, les fenêtres d'exploitation. Mais il y a notamment TV50, RTS, HRT, SVT, Movistar, la RTBF. Suite à ça, après, il y a des plateformes SVOD. Alors, les plateformes SVOD pour les courts-métrages d'animation, les grosses plateformes type Amazon Prime, Netflix, tout ça, ne vont pas en acheter. Ou alors, il faut vraiment que... c'est un peu un bug dans la matrice quand ils en achètent. Donc, on ne se focus pas dessus. On se focus plutôt sur des plateformes qui sont plus moyennes ou petites. En France, on a la chance d'en avoir plusieurs qui sont spécialisés ou non. Universiné, en tout cas, fait beaucoup d'achats de courts-métrages d'animation. Après, pour les films jeunesse, il y a Benchy. Et pour les films un peu genre, il y a Shadows. À l'international, on travaille beaucoup avec Movistar Plus en Espagne notamment. Et dans les territoires asiatiques, il y a le Fubon qui est une holding qui a plusieurs secteurs, dont une plateforme de SVOD. Parallèlement, il y a aussi les ventes cinéma qui concernent surtout pour le coup, à l'inverse, les courts-métrages ou les unitaires TV jeunesse, parce qu'il n'y a pas vraiment de distributeurs qui font des programmes de courts-métrages d'animation adultes en salle. C'est très ponctuel et ça ne marche pas bien. Donc c'est vraiment plutôt la jeunesse. Et là, on a des partenaires réguliers comme Cinéma Public Film, les films du Préau, KMBO et GBK. Mais à l'international, il y en a qui se risquent à prendre des films d'animation, mais c'est vraiment très spécifique. J'ai mis par exemple le logo de Black Mandala en noir, là, qui est un distributeur en fait, de films de genre qui pourrait être un peu un pendant de Shadows, mais en type salle, qui nous a acheté un court-métrage d'animation qui va être dans un programme au cinéma, mais je pense que ça fonctionne uniquement sur des programmes thématiques de genre, parce que ça motive un certain public qui a l'habitude de voir des formats plus différents que en France, où les courts-métrages, c'est vraiment les sélections de courts-métrages faits par les distributeurs jeunesse, ou dans quelques cinémas où ils font des avant-séances, mais c'est très rare. Et du coup, même les ventes cinéma à l'international sur les courts-métrages, c'est essentiellement aussi pour des films jeunes publics. Voilà, il y a aussi des acteurs institutionnels. Alors, on travaille beaucoup avec l'Institut français qui, grâce à eux, en fait, nos films sont disponibles dans tous les instituts français à travers le monde. Donc, ils font de la salle, mais pas que. Et c'est vraiment un modèle non commercial de projection publique plus thématique. Il y a aussi les CMEA, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une coopérative qui s'occupe des films d'éducation. Donc là aussi, pour le jeune public, ça marche pas mal. On travaille avec l'agence du court-métrage qui a une plateforme aussi typée éducation qui s'appelle le Kinétoscope et qui a aussi l'extra-court. Je ne l'ai pas mis dans cette slide, mais on travaille avec eux sur ces deux penchants. Et on fait du DVD parce que le DVD n'est pas encore mort, en tout cas pas pour l'institutionnel, qui est super important. Et en fait, on a des centrales d'achat qui bossent pour les médiathèques, notamment la DAV et Colaco, et dont on sort à peu près 1 ou 2 DVD par an pour ces types de publics-là.
Et voilà. Et à l'étranger, on travaille avec le Danish Film Institute. Des fois, il y a en fait, c'est un peu les équivalents des instituts français, mais dans leur propre pays, qui vont chercher à avoir des courts-métrages pour les montrer de manière régulière, que ce soit institutionnel ou éducatif. Nicolas vous a mentionné l'existence de notre chaîne YouTube, donc Animatic, vous voyez le logo au-dessus, qui a un peu plus de 180 000 abonnés à l'heure actuelle. Donc c'est une chaîne qu'on a démarrée il y a quelques années et qui fonctionne bien après qu'elle soit redémarrée, qu'on ait enlevé Flèche, sur lequel on met en ligne 2 films d'animation par mois. Pendant longtemps, ça a été un film par semaine. Voilà, maintenant, on essaie quand même de garder des exclusivités pour la salle. Et du coup, vous pouvez retrouver les films de manière gratuite 2 jeudis par mois. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est une manière qui arrive un peu en fin de course d'exploitation du film, une fois qu'on a déjà travaillé le film pendant, on va dire, 2 bonnes années et qu'on voit qu'il n'y a plus de plateformes intéressées ou plus de ventes TV possible. Et du coup, en parallèle de tout ce cycle d'exploitation, il y a les projections publiques dont moi je m'occupe, qui peuvent être à la fois demandées par des associations, par des festivals de seconde catégorie, comme je vous l'avais mentionné plus tôt, ou des institutions, des écoles. Ça dépend vraiment des typologies de films. Souvent, on vient vers nous pour nous demander des programmes thématiques parce qu'on a une ligne éditoriale qui est tournée vers les expérimentations ou vers le thriller, les films un peu barrés. Donc ça nous arrive de faire des programmes clés en main pour les salles ou pour les associations ou les médiathèques. Je voulais revenir un petit peu sur le cas particulier des séries, parce que ça ne se distribue pas comme des courts-métrages ou comme des unitaires, parce que les unitaires sont un peu vus comme des gros courts-métrages. On va dire qu'il y a plusieurs typologies. Il y a des séries, notamment Panique au village, en fait, qui sont tellement incontournables et bien identifiées dans la bulle audiovisuelle qu'on va pouvoir faire des deals alors que la série date de 2001, donc à 24 ans. On va pouvoir encore signer des droits, notamment je crois Canal+ les a rachetés il n'y a pas très longtemps. Donc ça permet d'avoir une longévité sur la visibilité de la série. On a d'autres formats. La série que vous voyez en dessous, c'est une série qui s'appelle Two Little Birds et c'est des épisodes très courts sur 2 oiseaux qui se font la guerre. Et c'est des épisodes qui n'ont pas de continuité narrative sur la saison. Ils ont juste un synopsis qui dure 2 minutes 30. Et du coup, ça permet en fait de les vendre par épisode. Et notamment cet épisode dont vous voyez une photo, c'est un épisode qui s'appelle La Fiesta qui a très bien marché, qui est inclus dans un programme au cinéma par les films du Préau. Il y a un autre épisode qui a été acheté par les films du Whippet, qui est un autre distributeur salle jeunesse, qui a été acheté par le Danish Film Institute, donc au Danemark, pour faire des projections non commerciales. Et il y a un autre épisode qui a été acheté par Enfance au cinéma, qui fonctionne avec le festival des films pour enfants au cinéma en Val-de-Marne, et qui fait aussi des programmes pour la salle. Donc quand on a ce type de format épisodique qui marche bien et qui n'a pas besoin d'être vu avec d'autres pour être compris, on a aussi des possibilités de vente en salle. Et il y a aussi le cas de Atleticus, que vous connaissez sûrement par sa diffusion sur Arte, où là il y a un thème fort qui est bien représenté et qui permet de faire des programmations événementielles. On en a eu notamment pour les JO il y a l'année dernière, sur les 4 saisons, donc il y a le choix. Pour revenir un peu sur comment on trouve des acheteurs et comment on donne envie de vendre nos films. Nous, on fait plusieurs déplacements par an. De manière globale, toute l'équipe distribution se déplace à Clermont-Ferrand et à Annecy, donc février et juin, pour les marchés qui sont attenants au festival. Et après, on se sépare en fonction des expertises de chacun. Mon collègue Guillaume se rend au rendez-vous Unifrance 2 fois par an pour rencontrer des acheteurs. Le fait qu'on ait des séries télé en plus des courts-métrages, ça permet un peu de vendre les deux en même temps, dans le sens où on n'est pas cantonné à des marchés qui sont uniquement courts-métrages, et qu'on peut aller sur des marchés audiovisuels et essayer de faire passer du court-métrage.
Il y a le MIPCOM à Cannes auquel il s'est rendu aussi également. Moi, je me rends au marché du film court à Trouville qui est spécialisé France-Québec, donc ça donne aussi à avoir des partenariats outre-Atlantique. Et Nicolas se rend à Ventana Sur en Argentine pour tout ce qui est plutôt le marché audiovisuel de l'Amérique latine. Et du coup, durant ces événements, ma collègue Alice, dont je parlais tout à l'heure, s'occupe de nous faire des magnifiques line-up, à chaque fois rédigés en fonction du type de contenu et à jour sur les films qu'on propose, pour que ce soit adapté à l'événement. On a aussi des catalogues adultes et enfants, parce que c'est vraiment des univers qui sont très différents. Et comme vous avez pu le voir si vous êtes approché un petit peu de la table, on fait aussi des promotions multisupports. On a des sacs, on a des autocollants, on a des badges, des magnettes, des cartes postales. Donc voilà, des jolies images pour donner envie de voir des jolies images animées, globalement. Je pense que j'ai fait le tour de la présentation de la distribution de manière générale. En plus, je vois que j'ai tenu mon temps, trop bien. Du coup, on va pouvoir passer à un peu une étude de cas plus précise sur une guitare à la mer, et je vais laisser Jean-François prendre la parole pour introduire le film et le projet. Que vous nous présentiez à la fois ce qu'est ce film, nous le rappeler en quelques mots et nous expliquer comment est-ce que vous travaillez ensemble. Là. Tu veux dire quelque chose, Nicolas? Oui. Alors, en fait, Une guitare à la mer est un moyen métrage, puisqu'il fait 31 minutes d'animation, que l'on qualifie dans le jargon de la production et de la distribution, comme l'a fait tout à l'heure Nicolas, de spécial télé, c'est-à-dire que son financement est différent, on va dire, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais est très différent d'un film de cinéma, notamment, et ça c'est important, notamment parce que pour financer ce genre de film, il faut un apport de 50% d'argent privé et 50% d'argent public. Le cinéma, c'est d'autres rapports. Donc c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et dans la mise en place d'un plan de financement, bien que ce soit à la base un film pour la télévision, le fait d'avoir un distributeur salle France et un vendeur international est toujours un enjeu important. Ouais, juste je vais le présenter un petit peu et puis et quand même vous dire que ce film, il s'agit d'un film en stop motion marionnette, même s'il y a aussi des séquences en papier découpé, que pour ce film, la réalisatrice Sophie Rose a obtenu cette année le prix animation 2025 de la SACD. Et donc vous dire que le film raconte l'histoire d'une fouine dont le métier un petit peu absurde, même carrément quand on y pense, consiste à vendre des cravates en allant de ferme en ferme et à travers la campagne. Et donc, à un moment, elle en a un petit peu marre parce que ça ne marche pas super bien et elle décide d'aller dans la forêt. Et là, elle va rencontrer à la fois un personnage très sympathique qui va devenir son ami, qui est un hérisson, et puis une rencontre un peu plus obscure avec un animal qu'on ne connaît pas dans nos forêts, qui vient tout droit d'Argentine, hein, comme Nicolas, un capybara. Voilà. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la raison qui a fait que Nicolas s'est intéressé au film au départ. C'est la présence des capybaras, puisqu'on va en reparler. Voilà. Donc le film aborde des thèmes du déracinement, de la difficulté à trouver sa place et de l'entraide. Le thème de la nature aussi est très important dans le film, à la fois par la manière dont on a pu mettre en scène cette nature-là, mais en essayant de la rendre, on l'espère, la plus jolie et sympathique possible. Et en même temps, c'est la nature qui va conduire, en tous les cas, l'aspect fragile de la nature et l'aspect, là aussi, dans un contexte de réchauffement climatique un peu dramatique quand elle se déchaîne. Et le dernier élément important de ce film, c'est un film très musical,
la musique est à la fois une place primordiale en tant que bande-son, mais aussi dans l'histoire, puisque c'est directement grâce à la musique que les liens vont se tisser entre les personnages. Voilà. Peut-être qu'on peut du coup voir la bande-annonce. Alors c'est la bande-annonce de la salle, hein, du distributeur salle, et il y a à la fois des images d'une guitare à la mer et des 2 autres films qui accompagnent le programme, notamment le merveilleux film en écran d'épingle de Pierre-Luc Grangeon, et également Les bottes de la nuit, pardon, pour le titre, et Carpichos, qui est également donc produit par Autour de minuit. Il était une fois, au cœur de la forêt, une petite fouine ordinaire et un petit hérisson solitaire qui allait bientôt vivre une histoire d'amitié extraordinaire. C'est toi le monstre de l'eau? Ah non, non, moi je suis juste une fouine. Tu verras, c'est pas très grand. T'es sûr que je peux rester là? Sûr, je te dis. Regarde là, la bête. Je crois que je vais me mettre en boule. Hola, no tengas miedo. C'est ton ami qui a disparu dans la tempête? Si. Je suis sûre que tu vas le retrouver, ton ami. Moi, je peux vous guider. Vamos. Et c'est le début d'une aventure incroyable pour ces 3 nouveaux amis. C'est là, on y est. Tu la vois? Non. Pas rentrer. J'ai école demain. Une guitare à la mer. Je pars aux escargots. À tout à l'heure. Au cinéma, le 5 février. Donc voilà, c'était au 5 février 2025. Hein. Mais le film est resté en salle. Le film est resté en salle en France du 5 février de mémoire, mais Nicolas peut peut-être s'en souvenir, et jusqu'à la fin juillet où on a eu une belle exploitation du film, puisqu'aujourd'hui le film déplace les 130 000 entrées, je crois. On va en reparler peut-être. Salle, enfin le film, le programme dépasse les 130 000 entrées, ce qui est t'as mis 131, donc c'est ça. Ce qui est chouette. Voilà, donc tu voulais que je parle de la naissance de la collaboration, je sais pas qui. Je crois que Camille m'a rappelé l'autre jour que c'était probablement, parce qu'on ne se souvenait plus exactement, après le Cartoon 2021, Cartoon qui était en ligne, Cartoon forum pour les séries, qui était en ligne, et c'est là que Nicolas nous a contactés. Il faut préciser en termes de vente internationale et d'animation que le travail que fait Autour de minuit et l'équipe de Nina et de Nicolas sur la vente internationale, ils ne sont pas nombreux. D'abord, ils ont été les premiers, et puis ensuite, ils sont peut-être 2 ou 3 à faire ce travail-là aujourd'hui pour les films de court-métrage et pour les spéciaux. Et que c'est vraiment une connaissance spécifique, on l'a vu tout à l'heure dans les présentations de Nina, et que par ailleurs, on a rarement des distributeurs ou des vendeurs qui nous proposent des MG avant même que les films soient faits. Alors, ce qu'on appelle dans le milieu les MG, c'est minimum garanti, c'est-à-dire que c'est une avance sur les ventes potentielles de salles. Et sur ce film-là, en tout cas, c'est un film en stop motion, donc dans l'économie du 26, qui est relativement complexe à mettre en œuvre, parce que c'est des films, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus, mais c'est des budgets qui sont assez contraints par ce qu'apportent les télévisions, et les télévisions apportent toujours la même somme sur ce type de projet. Et donc, et notamment par rapport à l'équilibre argent public, argent privé, à chaque fois qu'on a de l'argent privé qui rentre sur un film, ça crée un effet de levier qui est intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez rare que des vendeurs internationaux interviennent déjà avant
la fabrication du film, sur des courts-métrages notamment, enfin, et des spéciaux, et surtout propose des MG. Ce qui a été le cas d'entrée de l'équipe d'Autour de minuit par rapport à ce projet-là, et qui nous a permis aussi, qui a contribué aussi à ce qu'on puisse faire ce film. Alors, je ne vais pas dire de manière très large, mais en tous les cas, c'était très important à ce moment-là du financement. Donc là aussi, c'est une prise de risque qui doit être soulignée. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la naissance de la rencontre. On a discuté, puis voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt Nicolas qui le disait, on a bu des coups avec Camille, avec Nicolas, avec Nina, et puis on s'est mis d'accord, voilà. Avec modération. Il y a un budget consommation à l'alcool qui doit être, ou boisson qui doit être assez colossal. Et après, donc qu'est-ce qui se passe après pour faire vivre ce film à l'international, en France et à l'international? Oui, c'est bon. Alors déjà, on peut dire que le film a fait un beau parcours en festival. C'est pas nous qui nous en sommes occupés, mais en tout cas, on est très contents. Le film a notamment eu le Cristal à Annecy pour une production télé et le Cristal du public. Et au-delà de ça, il a eu le prix du public au New York International Children Film Festival, la meilleure animation pour enfants au Festival de Rhode Island, une mention spéciale à Clermont-Ferrand, etc. Donc il y a une belle reconnaissance du circuit festivalier. Peut-être que toi, tu as des chiffres plus précis. Ouais, il y a 17 prix à ce jour. Alors ce qui était important aussi, c'est que Annecy était le premier festival où on a pu montrer une guitare à la mer, et le premier festival, et Sophie et nous sommes repartis avec le Cristal et le prix du public. Et c'est un film qui est à la fois compliqué à distribuer dans les festivals, puisqu'il est long. Les films d'animation de plus de 15 minutes sont plus difficiles en sélection, c'est plus difficile de les sélectionner. Et voilà. Et sur ce film-là, qui prouve qu'il marche plutôt bien, je crois que de mémoire, on est à 45 sélections aujourd'hui et 17 prix. Donc c'est un ratio qui est assez intéressant. Et parmi les prix, il y a moitié de prix du public, à l'image de d'Annecy, moitié de prix du public et moitié de prix de jury. Donc c'est effectivement un beau parcours en festival qui va donner aussi... mais peut-être qu'il faut qu'on parle aussi de la télévision. Je ne sais pas à quel moment. Je te laisse. On peut parler maintenant de la télévision. Ouais, le film a été, je vous disais, les spéciaux télé n'existent que parce qu'il y a un pré-achat ou un achat au départ des chaînes de télévision. Donc en gros, Canal en achète quoi, 2-3 par an, France Télé 1. Donc on est quelques-uns à faire des spéciaux. Donc c'est pas évident d'être retenu. Voilà. Et Canal+ a diffusé le film dès le festival. Et ensuite, le film connaît une diffusion sur MyCanal, qui est toujours en ligne, sur MyCanal, toujours diffusé sur MyCanal. Voilà pour les télévisions. Il y a une petite particularité quand même sur ce film, c'est que sur ce film, on a été aidé aussi, et ici en Bretagne, c'est important, par le COM Bretagne. Et pour le coup, le film va être diffusé sur les chaînes locales bretonnes. Pas tout de suite, parce qu'il y a évidemment une exclue Canal pendant un certain nombre de mois. Mais par contre, la version bretonne, il y a une version bretonne qui a été faite et qui va être diffusée, qui est diffusée en salle, qui a commencé à diffuser en salle, notamment auprès des publics scolaires, mais tu vas en parler. Et il a également été diffusé sur France 3 Bretagne. Je crois que c'était en décembre à Noël 2024. Ouais, voilà ce que je peux dire sur la diffusion. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez envie aussi de nous parler de la vie en salle, ou est-ce qu'on passe à l'international déjà? On peut continuer avec la vie en salle, comme ça on aura fait le côté français. Du coup, tu continues. Vas-y. Parce que non, c'est pas...
En tout cas, voilà, le film a fait partie d'un programme distribué par Little KMBO, du coup, maison de KMBO, avec pour titre Une guitare à la mer. Et du coup, en plus, il y avait 2 courts-métrages donc, que vous avez vus dans la bande-annonce. Le film est sorti en février. Il est resté en salle assez longtemps. On a reçu pendant très longtemps des remontées des entrées salles. Actuellement, on est donc à plus de 131 000 entrées. Avec un travail de la part du distributeur d'essayer de faire entrer le film dans des programmes nationaux de type école au cinéma. Donc ça, c'est pour le cinéma. On a parlé de la télévision. Il y a d'autres manières aussi de distribuer le film sur les plateformes, vidéo à la demande, tous les autres réseaux aussi particuliers qui peuvent faire vivre le film. Qu'en a-t-il été pour celui-ci ? En fait, du coup, pour préciser, nous, on s'est occupé plus de l'international pour ce film-là que de la France. Et en fait, les forces du film pour l'international, c'est que déjà, il y a une très très grande qualité esthétique, on va pas se mentir. Il y a un message de tolérance qui est très beau et c'est bête, mais c'est technique, mais il y a un doublage anglais. Parce que le film, du coup, est en français avec des dialogues en espagnol. Dialogues en espagnol qui ne sont pas forcément tout le temps traduits parce que ça rajoute au film le fait qu'il y ait cette incompréhension entre les personnages. Mais voilà, le doublage en anglais fait que, comme on est sur un film pour enfants, ils vont pas lire des sous-titres. La plupart du temps, il y a vraiment très très peu de territoires où ils acceptent les sous-titres sur les films plutôt jeunesse. Donc c'est les forces du film. Et en parallèle de la vente Canal en France, nous on a vendu à la VRT, à la chaîne ERR en Estonie, à Movistar en Espagne et à Momomix à Taïwan. Je pense qu'il y a eu une vente en Suisse aussi, mais c'est un pays du coproducteur. Donc c'est un territoire réservé. Et pour ce qui est des autres médiums, en plateforme SVOD, on a vendu à Movistar Plus, au dispositif, la plateforme de Fubon, qui est à Taïwan aussi. Et en institutionnel, l'Institut français s'est positionné sur le film, ce qui est super à plusieurs niveaux, parce que du coup, il peut être montré dans tous les instituts français du monde, et que eux, par contre, font des doublages. Et qu'on a pu notamment récupérer un doublage portugais, il me semble, dont vous aviez besoin. Voilà, c'est super parce qu'après on pourra récupérer ces doublages et nous refaire des ventes derrière. Et en institutionnel, il y a aussi une association en Pologne qui s'appelle New Horizon, qui a aussi un festival et qui fait des séances scolaires sur le film. Et il fait partie du Best of Annecy 2024, c'est-à-dire que le festival d'Annecy, tous les ans, achète les films qui les ont plus. C'est pas forcément ceux qui ont des prix. Bon, la guitare a eu 2 prix, donc il n'y a pas la question qui se pose, pour faire après des projections dans le monde entier, dans le cadre vraiment juste d'un best-of. Ce qui fait que les recettes actuelles sur le film sont de 17 400 € de notre côté. Ça représente quoi ça comme c'était des recettes attendues C'est pas moi qui ai fait le plan de financement. Je sais pas. Nicolas, Non, mais là, c'est pas fini. c'est ça. C'est une première année. En plus, on calcule les ventes effectuées, facturées et encaissées. Donc il y a des contrats en cours, il y a des contrats signés non facturés, il y a des contrats signés facturés, on n'a pas encore touché les sous. Donc ça c'est un instant T. Donc c'est pas fini. Après c'est vrai que le chiffre d'affaires, donc les ventes qu'on peut attendre d'un spécial, elles ont vachement diminué ces dernières années. Il y a moins comme je disais tout à l'heure, il y a moins d'acteurs qui en tout cas en vente télé. Mais voilà, Guillaume continue. Là, il était il y a 2 semaines au rendez-vous Unifrance du Havre et a rencontré pas mal de nouveaux acheteurs, a représenté le projet. Et puis ça met souvent du temps. Ils n'ont plus de budget pour 2025, donc ça sera une vente 2026. Enfin, c'est du long terme. Plus après, tout ce qui va venir aussi en termes de projection publique unique ou dans un programme thématique qui peuvent être faits par Nina. Donc voilà, ce chiffre-là n'est pas notre objectif. Enfin, si on s'arrêtait là, on serait déçu. Mais l'idée, c'est de faire plus, sachant qu'on sait qu'on fera beaucoup moins que ce qu'on a pu faire avec le premier spécial de Panique au village qu'on a vendu à partir de 2013.
ça va être du simple au double. À l'époque, il y avait vraiment beaucoup plus de possibilités. Vous venez de parler des publics spécifiques, justement, qu'est-ce qu'il en est, notamment tout ce qui est... parler des publics spécifiques, notamment tout ce qui est dans les réseaux d'enseignement, dans les réseaux écoles et cinéma. Il est présent, ce film ? Il n'est pas encore présent parce qu'il y a un délai entre la sortie salle et la possibilité de présenter ces films-là dans les dispositifs. Et après, ce sont des dispositifs qui sont sélectifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des commissions, en général avec des professionnels et des enseignants, qui vont déterminer quel film ils vont choisir. Donc effectivement, ce film-là, il a parlé à pas mal de gens dans la profession et notamment chez les enseignants. Et on espère effectivement qu'il rentre dans le dispositif français d'école et cinéma. Après, ce que je disais, c'est qu'il y a déjà aussi, il est rentré dans le dispositif ici régional mis en place par Daola Gadbraiz, qui est en version bretonne, c'est-à-dire qu'il circule déjà dans les salles pour les publics britophones. C'est important de le dire aussi parce que c'est vraiment une spécificité régionale et c'est pas neutre en termes d'entrée salle. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas ? Alors, la particularité aussi, c'est que du coup, nous, on s'occupe des pays hors pays copro, donc hors France et Suisse. Et c'est quand même des territoires où on a beaucoup, nous, de relais. Et on fait aussi beaucoup de diffusion. Et là, pour le coup, vous avez signé avec KMBO, c'est eux qui ont les droits France. Ouais. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de ces projections à eux. Donc, en fait, il faut ajouter par rapport à ce qu'on fait, nous, d'habitude, en France et dans le monde, ce que fait aussi KMBO, au-delà de la sortie salle nationale. Mais voilà, des petites distributions, des ventes, des diffusions ponctuelles par-ci par-là, de l'institutionnel en France, les réseaux de diffusion en France, du DVD en France, etc. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que puisqu'on est dans une étude de cas, là, on est sur un concept un petit peu particulier, effectivement, puisque la distribution France, y compris la VOD, est confiée à KMBO. Tu m'arrêtes, Camille, si je dis une connerie à un moment, puisque Camille maîtrise beaucoup mieux que moi tous les contrats qu'on signe. Et du coup, et sur les ventes inter, c'est Nina et son équipe qui font le travail, mais nous, par exemple, sur les festivals, on en a parlé tout à l'heure, sur les premiers festivals, on a quelqu'un aussi à JPL Film, donc notre collaborateur est Emmanuel Renaud, qui gère tous les festivals dans l'aspect compétitif, puisque par définition, quand vous envoyez un festival en compétition, vous n'avez pas de droit en face, vous avez des coûts, mais voilà, c'est une manière de valoriser le film. Mais en général, il y a des droits d'inscription, mais il n'y a pas, sauf si vous gagnez des prix, et encore pas tous sont dotés, ça vous coûte de l'argent et ça ne vous rapporte pas de l'argent. C'est pas donc c'est nous qui gérons cet aspect-là. Voilà. Puis peut-être pour poursuivre sur l'international, est-ce que vous en avez déjà parlé, notamment avec ce qui est des ventes TV et des plateformes SVOD? Est-ce que c'est une vie contemporaine de la vie sur le territoire français, la distribution de ce genre de film? Ou est-ce que c'est dans un second temps, une fois qu'il a commencé à faire sa vie en France, que vous pouvez vous le distribuer à l'international? C'est pas tant la primauté française, c'est plutôt la première en festival. Là, en l'occurrence, c'était à Annecy, donc le film a été connu à Annecy. Et puis Annecy, c'est bien parce que du coup, tu as vraiment tout le monde de l'animation qui est là, peu importe les territoires, qui donne une visibilité au film. Mais c'est des choses qui peuvent aller très vite. Après, en termes de vente, ça nous arrive aussi de montrer des animatiques à des chaînes avant que le film soit terminé, déjà pour susciter des intérêts. Donc tout se passe un petit peu en même temps, sauf en général la SVOD, on essaie de pousser un peu parce que ça peut rentrer en collision avec certaines ventes télé, puisqu'il y a des chaînes qui prennent des droits d'un type de VOD qui est en fait du rattrapage, mais du coup des fois les contenus restent plus que 7 jours, donc il ne faut pas que ça entre non plus en conflit selon les territoires.
Et comment vous décidez, outre le fait qu'on vienne vous chercher, quel territoire, quel pays, dans quel pays investir pour distribuer ces films? Je pense qu'il y a des pays dont on a une grande expertise et on saura directement les acteurs qu'on peut solliciter. Et après, comme le disait Nicolas, Guillaume, il fait des marchés, il se rend et il est perpétuellement à la rencontre de nouveaux acheteurs, de nouveaux interlocuteurs. Donc après, en fait, en fonction des territoires, il peut aussi y avoir des attentes différentes, soit sur les techniques, il y a des territoires qui préfèrent tel type de technique, ou voilà. Et il y a aussi des attentes en termes de comment dire, D'histoire, de sujet, non? oui, voilà, de public, lisibilité. C'est pas le cas pour Une guitare à la mer, parce que pour le coup le film est et je pense compréhensif pour tout le monde, c'est pas un problème. Et en plus, comme le fait que ce soit destiné à la jeunesse, il faut que ce soit assez parlant. Mais quand on a des films qui sont un peu plus abscons, on va pas solliciter forcément les mêmes acheteurs, parce que il y a on a eu un retour il y a pas très longtemps d'un acheteur sur un territoire qui nous a dit qu'il fallait que ce soit linéaire et que ça pouvait pas être trop barré, sinon la personne n'achetait pas. Donc c'est parfois un peu difficile, quand nous on a une ligne éditoriale qui est dans l'expérimentation, de se retrouver face à des ouais, mais en fait on comprend pas. Je propose de poursuivre avec les questions, sauf si Jean-François voulait rajouter quelque chose sur l'international. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nina et à Jean-François pour terminer cette matinée sur la distribution? Il va comment le marché international d'ailleurs? Comment est-ce que vous êtes depuis peu de temps autour de minuit, mais est-ce que ça se tend partout? Est-ce qu'il y a plus d'acceptation de ce genre de format? Non, ça se tend partout. On fait le maximum de ce qu'on peut faire, mais effectivement, on est dans une dynamique mondiale où les acheteurs ont moins d'argent, et je pense que ça va pas forcément aller en s'améliorant tout de suite. Ouais, je voulais dire aussi par rapport à la distribution internationale quand même. Entre le début, je pense, Nicolas, quand il a commencé, je ne sais pas comment il faisait d'ailleurs, parce que à l'époque, les films étaient distribués en 35 mm et sur on va dire des colis à envoyer dans les cinémas à gauche et à droite à travers le monde, qui étaient très complexes à gérer, très lourd. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, évidemment, avec le numérique. Mais moi, ça m'intéressait de savoir comment vous avez fait au départ. Vous avez acheté un garage, vous avez fait comment? Non, en fait, alors il y a des films qui tournaient très peu. Au départ, le principe, qui était un peu accepté par tous les festivals, c'est qu'ils payaient le retour. Donc en fait, le jeu, c'était que on sortait 1, 2, 3, 4 copies 35. C'est vrai que ça coûtait hyper cher de sortir des copies. Sauf pour un film comme Logorama, où on s'est retrouvé, je sais pas, à 15 copies 35 qui tournaient. Et le jeu, c'est que ça ne revienne jamais au bureau, en fait. C'est-à-dire qu'il va de festival en festival pour économiser des frais d'envoi qui étaient très coûteux, en plus de l'établissement de nombreuses copies. Donc en fait, on les stockait à la cave, mais on essayait de faire en sorte qu'ils ne reviennent jamais, enfin en tout cas le moins possible, et qui voyagent de festival en festival. À la fin, les copies étaient très très abîmées. Mais ce que je voulais dire, c'était par rapport au marché. Jusqu'à 2013-2014 à peu près, je ne sais pas pourquoi c'est dans ces années-là, mais il y a eu un effondrement des ventes télé qu'on a constaté. Et quand à un moment, sur le chiffre d'affaires qui est relativement constant d'année en année, après évidemment au début il y avait moins de films dans le catalogue, et puis il n'y avait pas les séries, les spéciaux, mais qui était plutôt en expansion dans la partie du chiffre d'affaires de vente. On va dire qu'il y avait peut-être 70% qui venaient des ventes télé, 10 à 20% de screening fee, donc des droits de location, de projection en salle, et le reste DVD. La VOD n'existait pas. Et en fait, il y a eu un gros tournant où les ventes se sont effondrées. Alors, il y a un moment où quand à l'époque où j'étais chez Philippe Aubert et que j'ai coproduit en cofinançant le film de Virgil Goodrich, Fast Film, à cette époque-là, c'est une époque bénie où il y avait un truc qui s'appelait Canal+ International, et
où il suffisait de faire une vente à une personne chez Canal à Paris qui s'occupait de Canal+ International et on vendait à 7-8 pays. C'est-à-dire qu'il y avait Canal+ Suède, Canal+ Pologne, Canal+ Belgique, Canal+ Espagne, etc. Et c'était des grosses sommes. Et c'est comme ça qu'on avait pu notamment cofinancer le film de Virgil Woodridge, Fast Film. Et on n'était même pas allé voir le CNC. C'était une énorme prévente de Canal International. Petit à petit, tout ça a été démantelé. Et puis les Canal+ ont changé de nom, et puis il y a juste des Canal+ qui avant préachetaient ou achetaient ce type de film qui ont disparu, quoi. Il n'y a plus de Canal+ Pologne, il n'y a plus de Canal+ Suède, etc. Canal+ Espagne est devenu Movistar, les lignes éditoriales ont changé, les budgets ont baissé, etc. Et donc c'est vrai que au moment où on a constaté l'effondrement de ces ventes télé, il a fallu, pour essayer de rattraper, d'arriver à garder le même chiffre d'affaires de vente, parce que l'économie de tout ce qu'on fait est un équilibre entre la production, les ventes et la fabrication. C'est là où on s'est mis à faire beaucoup plus de projections publiques avec des demandes de droits de location, à essayer d'être ferme sur les droits de location, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore dans toutes les mentalités des festivals. Pour eux, c'était normal de prendre un film et de le diffuser sans payer de droits de location, alors qu'ils faisaient payer des tickets d'entrée dans la salle. Et en fait, à l'époque, on s'est beaucoup battu, on est passé un peu pour les méchants qui demandent des sous, parce qu'à l'époque, c'était, mais moi, ce que je te propose, c'est de la visibilité. En échange, tu me passes ton film, moi, je te passe de la visibilité. Sauf que nous, on répondait, ouais, mais moi, mon loyer, je ne peux pas le payer avec la visibilité. Les équipes, on ne peut pas les payer avec la visibilité. Donc, et quelque part, je pense qu'on a participé, on n'était pas les seuls à faire en sorte que le court-métrage ne soit pas le seul objet culturel qu'on ait le droit de diffuser gratuitement. Enfin, personne ne fait ça pour un groupe de musique, pour un opéra ou pour un long-métrage. Donc, on a essayé aussi par la force des choses de faire en sorte que le secteur participe aussi un peu à l'économie du court-métrage en payant des séances, des projections publiques. Et donc, en insistant, en multipliant les compilations thématiques ou des programmes monothématiques sur un réalisateur, etc., le DVD, la VOD qui commençait un peu à éclore, on a réussi à rééquilibrer. Aujourd'hui, les ventes télé, ça c'est presque inversé, quoi. Les ventes télé, c'est dans la partie vente court-métrage, c'est quasiment 30-40%. C'est devenu quasiment ce qu'était avant le salle. On a aussi fait beaucoup de projections, d'expos. On a fait des expos autour de films qui s'y prêtaient, où on pouvait montrer tout le matériel préparatoire, les dessins préparatoires, où on projetait les films, etc. Et on faisait tourner un peu. On essayait de faire de la diffusion un peu par all means necessary, voilà, et de faire rentrer un peu de sous, à la fois évidemment pour pouvoir payer les équipes qui s'occupent de la diffusion et ramener des sous aux ayants droit qui nous confient les films. Dans ce dont vous parliez, à la fois le cinéma d'un côté et puis la télé de l'autre, il y a quand même un troisième acteur qui est apparu depuis quelques années, qui sont les plateformes. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure. Elles ne sont pas venues aussi développer un nouveau marché et à l'international En fait, il y a eu quelques exemples de plateformes, il y en a pas mal d'autres. Il y a vraiment des plateformes de niche. Il y a Glitch, par exemple, qui est spécialisé en cinéma d'animation pour adultes, qui est une plateforme espagnole à la base et qui commence à s'étendre maintenant, qui prend sur plusieurs territoires. On n'a pas parlé de Bref, qui est vraiment spécialisé en court-métrage, etc. Il y en a plein. Il y a Tank, où on arrive à vendre des films qui sont soit des documentaires animés ou les quelques documentaires qu'on a au catalogue. Mais c'est pas que dalle. mastodontes. Non, Netflix, Amazon, etc., ils n'ont pas de politique de court-métrage. Il n'y a pas de corner court-métrage. C'est pas éditorialisé sur leur chaîne. Et quand ils en ont fait, quand tu disais un bug dans la matrice, ou alors c'est que l'algorithme s'est dit, tiens, ce film-là, il a les critères pour aller aux Oscars. On prend ce film, on fait la campagne, on met des sous dedans et on met encore plus de sous pour faire la campagne Oscar et on gagne les Oscars. Enfin, pour eux, c'était juste histoire de rajouter un Oscar sur leur armoire, sur leur étagère, mais ils n'ont pas de politique du court-métrage. Il est arrivé que Disney+ achète quelques courts-métrages d'animation. Ils avaient une queue de budget, peut-être des obligations pas encore complètement atteintes, et c'est arrivé une fois, quoi. Donc eux, on ne compte pas dessus. Par contre, il y a les moyennes plateformes comme Mubi, Universiné, etc., qui Benchy pour le jeune public, mais à l'international, voilà, qui ont une politique de diffusion du court-métrage, mais qui payent extrêmement mal, quoi. Enfin, je veux dire, quand on fait une vente d'un court-métrage à une plateforme, parfois c'est 100 ou 200 euros.
On va terminer avec une question de Mirabelle Fréville, si vous pouvez passer le micro. Non, c'est très court. Je me demandais la part du VOD, parce que est-ce qu'il y a une part importante de gens qui téléchargent des courts-métrages d'animation ou de courts-métrages que vous distribuez en VOD? Combien de téléchargements sur par exemple, Les Guitares à la mer? Je pense qu'il n'est pas encore parce qu'il est trop tôt. Mais est-ce que c'est vraiment important? Et quel coût a un court-métrage de 10-15 minutes? On sait que c'est un long, c'est 3 €. Vous, comment ça se passe? On a une chaîne Vimeo VOD sur laquelle on peut louer ou acheter nos films. De mémoire, on est à 2 € en location et peut-être 6 à l'achat. Après, en termes de ce que ça représente en termes de vente, ça rembourse notre abonnement Vimeo. Donc, mais non, après, là où c'est intéressant en général, c'est parce qu'on a quelques séries qui sont disponibles à l'achat en VOD et on a des clients qui achètent comme ça toute la série d'un coup, qui peuvent pas forcément retrouver parce que comme il y a des séries qui sont diffusées régulièrement par les opérateurs parce qu'elles sont assez fortes au niveau de la marque, mais il y en a d'autres qui le sont pas forcément et du coup les gens peuvent retrouver la série sur Vimeo VOD et l'acheter. Parce que là, on parle de ce qu'on appelle la TVOD, la Transaction VOD à l'achat. C'est assez rare pour le court-métrage quand même. Univers Ciné en fait un peu, mais en général, c'est de la SVOD. Donc, c'est les gens qui sont abonnés à Benchy, à Univers Ciné, etc. Ils peuvent disposer du film dans le cadre de leur catalogue. Mais on n'a pas les chiffres de visionnage, par contre. Voilà, plein de plateformes à aller consulter, notamment le temps du déjeuner, puisque c'est l'heure d'y aller. Merci Nina Rebelfort et merci Jean-François Bigot.